Heureux de vous retrouver, de vous accueillir. Nouveau numéro d'International, TV5 Monde, RFI, émission réalisée avec le quotidien Le Monde. Et International, justement, l'actualité l'aura beaucoup été cette semaine avec, et vous avez suivi ça dans nos journaux, avec le sommet de l'OTAN à Bruxelles, avec le G7 en Italie, et ça va se poursuivre puisque lundi, le président Poutine sera à Paris. Beaucoup de choses donc. Notre invité était tout indiqué, Dominique de Villepin. Merci d'être avec nous, ancien Premier ministre français, ancien ministre des Affaires étrangères. Merci donc d'être sur ce plateau. Nous allons avec Sophie Malibaud de RFI, avec Marc Semo du Monde, revenir sur cette actualité. Peut-être avant de voir ce reportage sur les suites du G7, donc un nouveau président de la République français qui réussit au plus haut sommet de l'État sans jamais avoir été élu, sans jamais avoir été candidat. Ça vous rappelle quelqu'un ? Non, mais vous allez me le dire. Vous-même, vous avez fait une carrière politique au plus haut niveau sans aller devant les électeurs. Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai commencé par être ministre des Affaires étrangères et c'était mon métier. Mais c'est des débuts qui se passent sous les meilleurs auspices, avec une chorégraphie rêvée pour un jeune chef de l'État français. Parce que pouvoir aligner dans une même séquence à la fois Bruxelles, le sommet de l'OTAN et en même temps le sommet du G7, pouvoir prendre contact avec l'ensemble de ses partenaires de la communauté internationale, c'est la meilleure façon de rentrer dans le grand bain. Et on a vu avec quelle aisance et quel pragmatisme il a abordé ces grandes questions internationales. Alors, bilan donc de ce sommet du G7 en Italie, à Taormine, un sommet que l'on présente comme le 6+1, une forme d'échec. Donald Trump quitte le G7 sans un mot et sans accord. Les 6 autres dirigeants ne sont pas parvenus à le convaincre de confirmer l'engagement de son pays contre le réchauffement climatique. Une fois de plus, c'est dans un tweet que le président des États-Unis exprime sa position. Je prendrai ma décision finale sur l'accord de Paris la semaine prochaine. Le président français évoque un désaccord profond sur le sujet, mais il se dit confiant. Je regarde simplement d'où on vient. Il y a quelques semaines encore, on pensait que les États-Unis allaient quitter le cadre des accords de Paris et qu'aucune discussion ne serait possible. Donc je considère qu'il y a eu un progrès et qu'il y a eu une vraie discussion et des vrais échanges. Moi, je pense que M. Trump est quelqu'un qui est pragmatique. Et donc j'ai bon espoir qu'il, ayant considéré les arguments évoqués par les uns et les autres, et l'intérêt même de son pays, il confirme son engagement. Après, il le confirmera à son rythme. Une position très optimiste, bien loin de la déception affichée par la chancelière allemande. La discussion sur le sujet du climat a été très difficile, pour ne pas dire pas du tout satisfaisante. Nous avons une situation à 6 contre 1, ce qui signifie qu'il n'y a encore aucun signe quant à savoir si les États-Unis resteront ou non dans l'accord de Paris. En revanche, après d'âpres négociations, les 7 pays se sont mis d'accord sur le volet commercial. Ils s'engagent à lutter contre le protectionnisme, un thème pourtant si cher à Donald Trump. Dominique de Villepin, vous venez de nous parler des premiers pas donc d'Emmanuel Macron sur la scène internationale. Comment est-ce que vous percevez les 100 jours pratiquement du président Trump ? Quel homme est-il ? Est-ce qu'on peut travailler avec lui ? Est-ce qu'il y a un élément de confiance ? Comment le jugez-vous ? Comment feriez-vous son portrait ? Alors, il introduit des paramètres très nouveaux sur la scène internationale. Si l'on prend la question diplomatique, c'est la première fois que nous avons le chef de l'État de la première puissance mondiale qui développe une diplomatie populiste. Et cette diplomatie populiste, elle me semble marquée par plusieurs ingrédients. Le premier, c'est l'importance donnée à la forme, donnée à l'image, donnée à la posture. On sent que c'est un élément essentiel. La deuxième, c'est le jeu des rapports de force. Et les rapports de force poussés jusqu'à très loin, jusqu'à l'humiliation, à la fois de l'allié, mais aussi de l'adversaire, avec la recherche d'une diabolisation. On le voit face à l'Iran. Il y a un troisième élément qui est intéressant dans cette diplomatie, c'est le principe d'incertitude.
il met en avant constamment la possibilité d'évolutions qui ne sont pas, qui ne sont pas anticipées. Alors on le voit là sur le climat, il prendra sa décision un peu plus tard. On l'a vu sur le Yémen, frappe au Yémen. On l'a vu sur la Syrie, frappe en Syrie alors que personne n'imaginait une frappe possible. Et on l'a vu sur la Corée du Nord. Donc en permanence, il joue pied et contre-pied et est susceptible de surprendre. C'est difficile de s'adapter à une telle diplomatie et je crois qu'il faut en tirer les leçons. Et on voit qu'Emmanuel Macron en a déjà tiré les leçons pour la diplomatie française. À la fois une diplomatie engagée, une diplomatie qui se veut réactive face aux initiatives du président Trump, qui se veut en même temps en mouvement et susceptible de prendre les devants, et en même temps une diplomatie traditionnelle soucieuse de l'équilibre. Et je suis pour ma part très heureux de voir que l'on revient à une diplomatie plus classique dans la ligne de la tradition française qu'on avait un peu abandonnée avec Nicolas Sarkozy et François Hollande. C'est-à-dire que c'est une diplomatie qui assume son rôle de médiation. Diplomatie d'équilibre qui cherche à tirer le meilleur entre les positions des uns et les positions des autres. Dans le reportage que vous avez fait et qu'on vient de voir, il est intéressant de voir Angela Merkel très pessimiste, très pragmatique et qui prend les choses telles qu'elles sont, et en même temps le président français plus volontaire, désireux d'essayer en quelque sorte de forcer les choses et d'amener le président américain à ne pas choisir l'irréparable. Est-ce que c'est vraiment ce qui convient à la personnalité de Donald Trump, cette façon de voir finalement le verre à moitié plein, alors que Merkel, elle, le voit plutôt à moitié vide? Alors c'est ce qui convient aujourd'hui pour le président français. Ne l'oublions pas, c'est sa première sortie internationale, comme pour Donald Trump. Donc il prend ses marques. Il est important que le président français fasse rouler la balle, qu'il n'antagonise pas dès le départ. Nous savons, et nous avons vu à Bruxelles, qu'il y a déjà une relation difficile entre Donald Trump et Angela Merkel. La carte du président français, c'est d'essayer de garder une relation particulière et singulière pour la France. Il est possible que très rapidement, Emmanuel Macron se rende compte que non seulement c'est difficile, mais ce n'est pas possible. Et là, il faudra jouer sur deux pieds, un pied de fermeté et en même temps un pied de recherche de solutions et donc un pied plus pragmatique. Alors, par exemple, le président français disait être plutôt un peu optimiste sur le fait que Donald Trump, pragmatique, pensant aux intérêts de son pays, etc., finalement reste dans le cadre de l'accord de Paris. Vous pensez que si Donald Trump la semaine prochaine annonce qu'il le quitte, la France changera d'attitude vis-à-vis de Trump? Alors, la France, elle est le gardien, en quelque sorte, de cet accord, de Paris. De cet accord de Paris. Oui. On l'a porté sur les fonds baptismaux. C'est l'un des succès de François Hollande et de Laurent Fabius. Donc, nous sommes comptables de cet accord plus que d'autres. Donc, il est normal que la France cherche à tout faire pour sauver ce qui peut être sauvé de cet accord, même si c'est difficile. Mais oui, il faudra tirer les leçons si le choix du président américain devait être un choix entièrement négatif, s'il ne s'agissait pas uniquement de mettre quelques réserves à un accord qui, pour le reste, serait accepté par les Américains. Oui, bien sûr, il faudrait prendre des positions beaucoup plus fortes sur le plan des principes. Et il y a deux éléments sur lesquels, je crois, très rapidement, il faudra que la France prenne des positions de principe un peu plus nettes. Et je me permets d'ores et déjà de le signaler. Le premier point, c'est sur l'engagement de l'OTAN qui a été décidé à Bruxelles, l'engagement de l'OTAN en matière terroriste. Je crois que dans la lutte contre le terrorisme, si l'on veut éviter tous les méfaits de la guerre contre le terrorisme, et je crois que la plupart des observateurs sur la scène internationale conviennent qu'il y a un dérapage, on ne peut pas venir à bout du terrorisme par la seule guerre, et il y a un risque de s'acheminer avec Donald Trump vers une guerre totale contre le terrorisme. On en voit les prémices dans son discours très radical tenu à Riyad, opposant d'un côté les sunnites auquel il apporte son soutien aux chiites, et en particulier marquant son rejet de l'Iran. Donc il y a un risque en engageant l'OTAN dans cette bataille contre le terrorisme, dans cette guerre contre le terrorisme, selon les termes de beaucoup de chefs d'État, à la fois de militariser encore davantage cette lutte contre le terrorisme, et en même temps de se priver d'une coordination à l'échelle de toute la communauté internationale. On voit bien que situé au niveau de l'OTAN un engagement plus grand,
c'est se priver de la Chine, c'est se priver de la Russie, alors que la bataille contre le terrorisme, la lutte contre le terrorisme, cela concerne tout le monde. Pourquoi occidentaliser à outrance cette bataille, alors que la Russie fait face au terrorisme, alors que la Chine fait face au terrorisme? Donc je crois qu'il y a un risque de dérapage. Je sais que la diplomatie française, Emmanuel Macron était réticent au départ, je sais qu'Angela Merkel était réticente. Sur le plan des principes, je me permets de dire ici, attention, une fois qu'on lâche un verrou en matière internationale, il est très difficile de se rattraper. Donc ça, je crois qu'il faut l'avoir en tête. Il y a un deuxième point. Vous craignez que ce soit un engrenage de la même façon que l'OTAN s'est mise en Afghanistan dans une situation inextricable? Dans le passé, nous avons vu que cet engrenage était possible. Et nous voyons bien que Donald Trump réfléchit à un réengagement en Afghanistan. Il prévoit de renvoyer 5000 hommes. Et si demain, on nous demande d'accompagner ce réengagement avec l'OTAN, que dirons-nous? Donc, l'utilisation de l'OTAN sur des théâtres extérieurs et l'occidentalisation et la militarisation à outrance de la gestion de crise, je crois que c'est dangereux, c'est inefficace et ce n'est pas la vocation de la France. Vous voulez dire qu'il faut rester hors de l'Afghanistan maintenant? Je pense que nous devons accompagner à la fois, bien sûr, par des opérations ponctuelles sur le plan militaire, mais surtout par une stratégie politique et une stratégie régionale. C'est ce qui a fait défaut dans le passé. Ce n'est pas à l'Occident seul de mener la bataille en Afghanistan sans avoir le concours de l'ensemble des pays voisins. Au-delà de l'Afghanistan, la vraie question qui se pose, c'est l'après-Daesh en Irak et surtout en Syrie. Et c'est là-dessus, justement, alors... Est-ce que finalement, il n'y a pas une logique, malgré tout, d'utiliser l'OTAN comme cadre transnational? Ce serait une immense erreur, on le voit bien. Il n'y a pas, ni en Syrie, ni en Irak, ni au Moyen-Orient en général, de solution dans une occidentalisation, dans un tête-à-tête de l'Occident avec le Moyen-Orient, pas plus que dans un soutien tous azimuts, comme l'a fait Donald Trump, aux pays sunnites. Donner notre soutien à une ligue sunnite des chefs d'État, monarchie du Golfe, Arabie saoudite et pays de la région, au détriment et avec une antagonisation des pays sunnites, et en particulier de l'Iran, mais aussi derrière du Hezbollah et d'autres. Une force de stabilisation sur le terrain sera nécessaire pour l'après. Donc qu'est-ce qu'elle pourrait être? Mais il faut qu'elle ait le plus large soutien possible. Avoir une force qui soit confessionnelle, soutenue par l'OTAN et l'Occident, c'est dire à quel point elle risque d'être la cible de toutes les attaques. Rendons-nous compte que le principal risque que nous avons dans la perspective de l'après-Mossoul et de l'après-Raqqa, c'est justement d'avoir une antagonisation d'un certain nombre d'acteurs, et en particulier des tribus sunnites. On voit Donald Trump apporter son soutien aux tribus sunnites, alors même que l'essentiel du terrorisme, nous le savons, il vient de ces mêmes sunnites. L'État islamique, il n'est pas lié à l'Iran. Donc imaginez que le terrorisme vient de l'Iran, c'est totalement absurde. Donc on voit bien qu'il y a un paradoxe. C'est pourtant ce qu'a dit Trump. Fer de lance, l'Iran, fer de lance du terrorisme. De la même façon que Donald Trump est intervenu en Irak avec une arrière-pensée, George Bush est intervenu en Irak avec une arrière-pensée concernant l'Iran. Donc il ne faut pas se tromper de cible, il faut savoir qu'en matière politique, diplomatique et militaire, il y a des engrenages. Et je pense que le deuxième engrenage sur lequel je souhaitais attirer l'attention, pour la diplomatie française, nous avons signé un accord le 14 juillet 2015, considérant que l'Iran était dans les clous et acceptait de revenir sur son programme nucléaire militaire. Avec un certain nombre d'autres pays, nous devons et nous sommes comptables de cet accord. Nous ne pouvons pas accepter que Donald Trump détricote et s'engage dans une politique confessionnelle. Nous devons donc être les garants. Il y a là, pour nous, sur le plan diplomatique, des principes qu'il faut défendre. Est-ce qu'il n'y a pas, de la part de Donald Trump, la volonté d'avoir un discours de fermeté, alors que dans les actes, justement, il ne le détricote pas, cet accord? Il a même prolongé l'allègement des sanctions. Alors, il a prolongé l'allègement des sanctions et en même temps, il a prévu d'autres sanctions et en même temps, les banques américaines bloquent le développement du commerce avec l'Iran. Donc, nous sommes dans une situation de parfaite hypocrisie. Au moment même où les réformateurs en Iran, avec le président Rouhani, l'ont emporté, et si l'on veut éviter justement que les conservateurs ne reprennent du poil de la bête, que les groupes les plus radicaux, et notamment les Pasdaran, ne se renforcent au sein de la société iranienne, ce qui évidemment créerait une polarisation
au sein du Moyen-Orient et donc un risque de guerre accru. Eh bien, si l'on veut éviter ça, il est très important de tisser des liens, de retricoter des liens entre l'ensemble des pays de cette région. La région ne peut pas vivre les uns contre les autres et c'est pour cela que je défends des projets régionaux, des projets de sécurité qui permettent d'associer les uns et les autres. Aujourd'hui, nous avons ce paradoxe, à la fois d'Israël, proche finalement des positions des grands pays sunnites du Moyen-Orient, contre un Iran diabolisé par les États-Unis et bien sûr par les monarchies du Golfe. Tout ceci est extrêmement dangereux et il est très important que l'Europe, que la France joue le rôle d'intermédiaire, de médiateur, de temporisateur. Et c'est là où on se rend compte, dans ce nouveau monde dans lequel nous sommes entrés, nous avons besoin de l'Europe, nous avons besoin de la diplomatie française pour recréer des équilibres, pour recréer du bon sens dans cette diplomatie populiste trumpienne. C'est l'aventure qui est. La France est audible par toutes les parties dans la région. C'est un des rares pays audibles par tout le monde. Écoutez, la France est audible par l'Iran. Nous avons porter cet accord avec l'Iran et avec les autres pays. La France est audible par l'Arabie Saoudite, par les monarchies du Golfe, auxquelles nous vendons beaucoup d'armes, par l'Égypte, avec laquelle nous avons établi des relations privilégiées. Oui, nous avons aujourd'hui une position avec l'ensemble des partis. Cela nous donne des responsabilités avec l'Europe. Mais une fois de plus, c'est bien le renouveau de l'Europe, le rétablissement de l'Europe sur la scène internationale. Nous sommes dans un temps nouveau où la mondialisation libérale a fait long feu. Nous sommes dans un nouveau temps d'une mondialisation multipolaire ou oligarchique où c'est les grands ensembles qui pèsent. Les États-Unis, d'un côté, la Chine, la Russie et l'Europe doit s'affirmer. Si l'Europe ne s'affirme pas, le monde est déséquilibré. Vous parliez d'une approche pragmatique avec Donald Trump, mais avec Vladimir Poutine, que Emmanuel Macron va voir demain, lui parle d'un dialogue exigeant. En quoi la France est-elle en mesure d'exiger quelque chose de Poutine à l'heure actuelle? Alors c'est un élément intéressant parce que dans la diplomatie telle que nous la voyons se dessiner selon Emmanuel Macron, cette exigence d'équilibre d'un côté, en même temps, cette volonté d'engagement, il y a la prise en compte du caractère très réactif de la diplomatie américaine. On a vu les États-Unis se rapprocher beaucoup de Vladimir Poutine et de la Russie dans un premier temps, et au fur et à mesure qu'il y a des ennuis qui se multiplient sur la scène intérieure avec les procédures qui sont engagées par rapport à l'administration, on voit Donald Trump plus réticent et essayer de prendre ses distances. Donc oui, la France a un rôle à jouer. Et dans cette diplomatie française, cette pratique du contrepoint, telle que nous le voyons, recevoir Vladimir Poutine au lendemain de ces sommets où il a été tenu à l'écart, il n'était pas au G7 et il n'était pas à Bruxelles, c'est très habile. C'est très habile parce que ça montre la volonté de la diplomatie française d'être inclusive. Et si nous avons un reproche à nous faire par rapport aux dernières années, c'est que nous avons malheureusement parfois exclu. Il faut inclure. Et évidemment avec Vladimir Poutine, nous avons un certain nombre de différends sur l'Ukraine, un certain nombre d'inquiétudes sur la Syrie, un certain nombre de dossiers compliqués, et notamment la question de l'embargo. Donc avoir un discours exigeant et une diplomatie exigeante vis-à-vis de lui, ça veut dire à la fois de la fermeté, mais en même temps, nous ne voulons pas nous couper de ce dialogue avec la Russie, parce que nous avons des choses à nous dire et nous avons des choses à faire ensemble. Sur ce point, c'était une bonne idée, juste de le recevoir pour l'exposition célébrant la venue en France de Pierre Légrand, plutôt qu'à l'Élysée, dans un truc qui aurait été plus formel, officiel. C'est une excellente idée, parce que ça montre que la France a de la mémoire. 300 ans de lien avec la Russie depuis Pierre le Grand, la venue de Pierre le Grand dans les mêmes lieux, à Versailles. Et croyez-moi, et je le sais parce que je l'ai vérifié, Vladimir Poutine et la Russie ont aussi de la mémoire. Ils sont très sensibles à ça. Donc je pense que c'est le bon moment, c'est le bon cadre. Et les deux hommes, compte tenu du caractère très décomplexé de l'un et de l'autre, du caractère très direct de l'un et de l'autre, sont susceptibles d'avoir un vrai dialogue. Et à plusieurs reprises, il se trouve que j'ai rencontré Vladimir Poutine au cours des dernières années, il a toujours regretté de ne pas avoir assez de contact avec la diplomatie française, d'autant plus que l'on sait que les choses sont plus difficiles aujourd'hui avec l'Allemagne. Donc la France a un rôle à jouer en direction de la Russie. Il faut le faire sans naïveté, mais avec exigence et ambition. Et pour parler de la Syrie, par exemple, qu'est-ce que le président français peut dire à Poutine? Est-ce qu'il peut y avoir une pression, une exigence, une pression pour sortir de cette situation?
Alors, je crois qu'il y a plusieurs exigences. D'abord, l'importance de la reprise d'un dialogue politique avec l'ensemble des partis. Il y a eu des progrès, des allers-retours, à la fois à Genève, à Astana. Il y a la volonté de la Russie, de l'Iran et de la Turquie de mettre en place des zones de désescalade. Donc des initiatives ont été prises. Il faut que la diplomatie française se positionne par rapport à ces initiatives en essayant de trouver des réponses et des solutions. On vous retrouve sur cette question juste après la pause sur RFI et sur TV5 Monde. International TV5 Monde, RFI avec le quotidien Le Monde. Nous recevons Dominique de Villepin, ancien Premier ministre français, ancien ministre des Affaires étrangères. Avant cette pause, nous parlions de la venue, dans quelques heures, de Vladimir Poutine à Paris. Est-ce que la diplomatie face à Poutine peut être française ou doit s'appuyer sur un réseau européen, sur une parole européenne ? Bien sûr, il faut les deux. Il faut à la fois réouvrir un dialogue et faire des propositions, et la France peut être porteur d'initiatives dans ce domaine. Je pense par exemple qu'il y a à redessiner avec la Russie une architecture de sécurité européenne. Les accords d'Helsinki ont beaucoup vieilli, 75 c'est très loin, c'est avant la chute du mur de Berlin. Voilà un sujet qui est à mettre sur la table, qui intéresse à la fois les Européens. On voit la peur qui existe en Roumanie, en Pologne, dans toute l'Europe centrale, dans les pays baltes. Et il faut recréer par des mesures de confiance, par de nouvelles perspectives, à nouveau une capacité à se parler avec la Russie. Donc oui, il faut la France en initiative et il faut, avec l'Europe, qu'un dialogue puisse s'engager, que des propositions soient faites. On doit parler de l'Ukraine et de la Crimée. Et pour relancer sur cette question, la méfiance est peut-être encore plus forte aujourd'hui à Berlin qu'à Paris par rapport à Poutine, justement, sur l'Ukraine et la Crimée. Oui, et pourtant, sur ce dossier ukrainien, on le sait bien, il y a des solutions. D'abord, là encore, un bon point, je les donne difficilement, mais c'est un bon point de l'époque Hollande, c'est le format Normandie. Le format Normandie avec la France et l'Allemagne d'un côté, la Russie et l'Ukraine de l'autre. C'est un cadre qui permet d'avancer et de travailler. La signature des accords de Minsk en témoigne. Il faut pousser plus loin cette réflexion et ce format, parce que nous connaissons un certain nombre de pistes qui permettraient de changer la donne en Ukraine. Nous savons d'abord qu'aujourd'hui, l'Ukraine est un État quasiment failli. Il y a un problème économique, il y a un problème financier. Pour redresser l'Ukraine, on a besoin de l'Europe, on a besoin de la communauté occidentale et en même temps, on a besoin de la Russie. Donc il y a un chemin au service des Ukrainiens. Et je trouve toujours dans ces crises que si l'on met les peuples et le service des peuples en avant, plus en avant, eh bien on trouve des solutions qu'on ne trouverait pas sans cela. Deuxièmement, il faut retrouver un positionnement acceptable de l'Ukraine par rapport à la Russie et par rapport à l'Europe. Je pense pour ma part qu'on a été trop loin en proposant un accord d'association à l'Ukraine. Ce n'était pas véritablement notre rôle. Nous avons déstabilisé l'équilibre géographique de ce pays. Il faut donc un principe de neutralité accepté par les uns et par les autres. Et puis après, il faut mettre en place un système de gouvernement et un système de gestion des provinces en Ukraine qui permettent de donner une liberté, une autonomie à chacun. Donc il y a un chemin qui est possible et c'est là où nous devons retrouver une incitation, retrouver pragmatiquement un chemin. Bien sûr, il y a la question des sanctions qui se mêlera à la gestion du dossier ukrainien comme du dossier syrien. Faisons rouler la balle. Montrons que rien n'est bloqué sans céder sur les principes. Mais la Crimée, donc... Sans céder sur les principes. La Crimée doit rester ukrainienne. Sans céder sur les principes, effectivement. En tout état de cause, c'est un sujet que nous ne pouvons pas accepter le fait accompli. Il faudra en reparler avec Vladimir Poutine. Mais là où nous pouvons avancer, avançons. Les principes existent, on ne les renie pas, mais nous essayons par le dialogue de faire avancer les choses. C'est en faisant rouler la balle que l'on trouve des perspectives et des solutions. Ce qui a beaucoup changé aussi sur la scène internationale, ce sont peut-être ces connexions entre Trump et Poutine. Comment est-ce que vous considérez ce qui se passe actuellement sur le plan intérieur aux États-Unis et toutes ces allégations, cette volonté d'avoir essayé d'avoir un contact direct entre Trump et Poutine? C'est une situation
très difficile, qui apparaît aujourd'hui même un peu inextricable. Et c'est tout le sens des commissions d'enquête qui existent au Sénat, de la nouvelle commission et du nouveau travail qui a été confié au procureur Bob Mueller. Donc voilà, il faut attendre et voir comment va se développer ce travail-là. Nous manquons encore d'informations. Oui, mais déjà... James Comey ne s'est pas publiquement prononcé sur la base du rapport ou des rapports qu'il aurait écrits. Donc tout ça va compliquer la tâche du président Trump au cours des prochains mois. Il va être mis en difficulté par des révélations successives. Son gendre fait l'objet aujourd'hui d'investigations, alors même que nous savons le rôle important qu'il joue de conseiller auprès de son beau-père. Mais quand on entend le conseiller à la sécurité nationale, McMaster, qui estime que, en fait, ça n'est pas un problème, finalement, cette tentative d'avoir voulu établir une connexion secrète. Comment est-ce que vous considérez, vous qui avez été au centre du pouvoir, ce principe des connexions secrètes comme ça en parallèle, c'est quelque chose qui se fait comme McMaster non, ce n'est absolument pas quelque chose qui se fait, mais comme toujours dans ce domaine où il y a un risque de collusion, il faut savoir la nature de cette collusion. Est-ce qu'elle a pris des formes politiques, des formes juridiques? Jusqu'à quel point y a-t-il eu des engagements? Jusqu'à quel point cela a pu jouer dans la déstabilisation du camp démocrate? Est-ce qu'un certain nombre de gens autour de Donald Trump se sont prêtés au jeu pour déstabiliser la situation à Washington? Ce sont des questions qui sont posées, nous ne connaissons pas les réponses. Ou est-ce que ce ne sont que de simples contacts, des échanges qui ont eu lieu pour créer un canal de dialogue qui n'a pas débouché sur des pratiques politiques condamnables? Donc c'est toute l'interrogation, c'est tout le sujet, mais c'est une épée de Damoclès qui pèse évidemment très lourd à Washington et qui nourrit beaucoup de réflexions jusqu'à l'idée que le président pourrait faire l'objet d'une procédure d'impeachment. Dominique, vous venez de le dire, vous êtes plutôt avare des bons points, notamment par rapport à ce qui s'est passé en France sous le quinquennat de François Hollande. Est-ce que vous donnez un bon point à ce qui s'est passé au Mali? Intervention décidée pratiquement en quelques heures pour éviter que le pays ne tombe aux mains des terroristes. Ça a été salué sur la scène africaine. François Hollande dit que c'est son plus beau souvenir personnel au plan de son action. Vous lui donnez un bon point, au moins, pour cette intervention au Mali? L'intervention au Mali était nécessaire. J'aurais souhaité qu'elle fût ponctuelle, limitée, et on voit bien qu'elle a pris des proportions et que l'engagement français au Mali est aujourd'hui extrêmement lourd. Ce que je regrette, c'est le déséquilibre de cette intervention. C'est une intervention lourde sur le plan militaire, mais quand on intervient lourdement sur le plan militaire, il faut intervenir encore plus lourdement et plus activement sur le plan politique et diplomatique. Et c'est ce qui fait défaut. C'est ce qui fait défaut au Mali, c'est ce qui fait défaut également en Syrie, et c'est ce qui fait défaut en Libye à la suite de l'intervention française. On ne peut pas donner la primauté aux militaires, et je suis content de voir que, y compris Jean-Yves Le Drian, passer des armées à la diplomatie, partage la même conviction. La primauté du politique fait que l'intervention militaire se situe dans une vision, dans une stratégie. Alors, la visite d'Emmanuel Macron peut permettre de penser que les choses vont être corrigées. Il a mis l'accent sur le développement du Mali. Il a envoyé un message très fort aux pays voisins du Mali en leur disant « Attention, il faut jouer un jeu plus actif dans le sens de l'équilibre ». Il a envoyé un message fort également à l'Algérie et il a souligné la nécessité d'arriver à un accord, y compris sur le plan intérieur malien, où on voit bien que le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement malien ne fait pas tous les efforts qu'il devrait. On voit que se reconstitue le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans sous l'égide d'un chef Peul et sous l'égide également d'un chef Touareg, Yadak Gali et Koufa. Il y a là donc les éléments d'une reprise de tension à la fois dans le centre du Mali et dans le nord du Mali, où l'activité djihadiste est aussi forte, au moins aussi forte qu'elle l'était avant l'intervention française. Donc une intervention n'est utile que si elle est épaulée par une vision et une stratégie politique qui fait défaut, et que si on incite nos partenaires, en l'occurrence le Mali et les pays voisins, à faire ce qu'ils doivent. Et en l'occurrence, ils ne le font pas. Pour autant, quand vous entendez le président français dire qu'on sera présent sur ce terrain-là jusqu'à ce que le terrorisme soit éradiqué, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Emmanuel Macron
par sa fonction de président de la République et par l'héritage qu'il reçoit, doit montrer sa fermeté sur ce terrain. Il doit montrer qu'il est le chef des armées, qu'il ne cédera en rien. La bataille contre le terrorisme est une bataille difficile, on le revoit avec ce drame de Manchester. Cela inquiète les Français et il faut envoyer tous les signes d'une mobilisation et de la garantie de sécurité qu'on veut apporter à nos compatriotes. Néanmoins, je pense qu'Emmanuel Macron sait, et il y a réfléchi, je peux en témoigner parce que j'en ai parlé avec lui, sur le fait qu'on ne peut pas éradiquer le terrorisme par les seuls moyens militaires. Ça demande des stratégies beaucoup plus fines, des stratégies collectives, des stratégies nationales, où il faut aller jusqu'au bout. Et il fait partie des hommes politiques très rares qui n'ont toujours refusé de ne pas chercher à comprendre. Un certain nombre de responsables politiques considèrent qu'on ne peut pas comprendre les mécanismes par lesquels le terrorisme arrive. Lui considère au contraire qu'il y a un terreau, qu'il y a un certain nombre de facteurs qui pèsent sur le développement du terrorisme. Et je crois qu'il a raison. Il faut une lucidité, il faut une exigence, il faut aller jusqu'au bout de ces questions-là si l'on veut être efficace. Mais alors, le Mali, est-ce que c'est pas aussi un théâtre d'opération qui montre à la fois la nécessité et tous les problèmes d'une défense européenne? C'est-à-dire que nous ne soyons pas seuls, mais que nous puissions, dans de telles interventions, y compris compter sur le soutien de nos partenaires, à commencer par les Allemands. Vous avez tout à fait raison. Et c'est parce que là, actuellement, c'est quand même c'est porté par la France, l'Allemagne y participe, mais de façon relativement marginale. Nous avons besoin d'une défense européenne beaucoup plus forte. Et s'il y a une vertu à ce principe d'incertitude qu'introduit Donald Trump, s'il y a une vertu à cette brutalité avec laquelle Donald Trump a traité les membres de l'OTAN, puisqu'il a refusé, dans le fond, de renouveler la confiance en l'article 5, l'engagement de l'article 5, par lequel la solidarité s'exprime entre l'ensemble des alliés de l'OTAN. C'est des conditions idéales pour des Européens qui prendraient en main leur destin et qui refuseraient de se laisser morigéner par le président américain, de se laisser traiter de façon infantile. Nous avons à prendre en main notre destin. Et j'espère que la France, l'Allemagne, un certain nombre d'autres pays accroîtront leur effort jusqu'à 2%, voire plus. Je pense qu'il faut envoyer des signaux très forts dans ce domaine pour montrer que nous sommes prêts à agir ensemble, à travailler ensemble, à assurer notre sécurité ensemble. Ce pilier européen de la défense, il est absolument indispensable parce que les États-Unis déséquilibrent tout au sein de l'OTAN. On le voyait à travers les images, d'un côté Donald Trump et de l'autre côté les autres membres de l'OTAN. Il y a le maître et il y a les élèves. C'est une situation inacceptable et je pense qu'Emmanuel Macron n'aura pas manqué de voir à quel point cette situation de la France au sein de l'OTAN, ce rapport de force entre les Européens et le président américain est dans le fond tout à fait inacceptable, vieillot, désuet, parce que la domination américaine au sein de l'OTAN est totale. Nous sommes, dans le fond, nous sommes un peu là pour faire de la figuration. Dominique de Villepin, il y a une autre étape dans cette première sortie de Donald Trump des États-Unis, c'est le Proche-Orient. Il parle de la paix, d'une paix possible, enfin accessible. Il est extrêmement flou sur la solution à deux États. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'il peut y avoir une reprise du dialogue liée à cette demande de Trump ou est-ce que c'est un pourrissement qui risque de se poursuivre encore pas mal d'années? Je crains que nous soyons un peu là dans le jeu de rôle. C'est facile de faire rouler la balle, c'est facile, même si c'est quelque chose que je salue, de remettre au centre du jeu cette question israélo-palestinienne. Mais sans choisir entre un État ou deux États. Alors, un, il ne choisit pas entre un État et deux États. Deux, il y a manifestement aujourd'hui un problème de représentation des Palestiniens. L'autorité palestinienne est très largement discréditée. Il y a une vraie question autour de cette représentation des Palestiniens et à force de ne pas donner aux Palestiniens la reconnaissance de ne pas donner la reconnaissance qu'ils méritent, de ne pas faire d'élections, on voit bien qu'on se retrouve dans une situation qui risque à terme de bénéficier aux plus radicaux. Donc je crois que pour le moment, il s'agit davantage d'une façade, d'un jeu de rôle, d'une partie diplomatique, mais qui n'a pas de racines, ni du côté d'Israël, ni du côté des Palestiniens, et sans doute encore moins du côté des pays voisins, qui ont
de toute autre préoccupation. Et malheureusement, ce qu'on a vu lors de la réunion entre les 50 chefs d'État et de gouvernement et Donald Trump à Riyad, ce qu'on a vu, c'est la totale domination d'un seul sujet, qui est l'antagonisme avec l'Iran. Je trouve ça tout à fait regrettable, parce que c'est une voie sans issue, dangereuse, alors même qu'effectivement, les vrais dossiers, les dossiers difficiles existent. Donc vous pensez que ce souhait affiché de vouloir mettre Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahou à la même table, ça n'a pas d'avenir? Je pense que ni du côté israélien, ni du côté palestinien, aujourd'hui, les conditions sont remplies pour un véritable dialogue. Je crois que Israël n'a toujours pas, par le biais de son chef de gouvernement, compris à quel point la sécurité d'Israël exigeait des avancées sur le plan politique avec les Palestiniens. Il y a une posture, il y a une concession qui a été faite à Donald Trump, mais une fois de plus, je pense que cela relève aujourd'hui davantage du jeu de rôle que d'autre chose. Maximo, vous vouliez... Oui, pour élargir, à propos des premiers succès d'Emmanuel Macron sur la scène internationale, de l'attente qu'il a suscité, il y aura en septembre prochain à l'Assemblée générale de l'ONU sa première arrivée à l'ONU. Est-ce que vous pensez que ça peut être l'occasion d'une grande initiative? Et qu'est-ce qu'elle pourrait être? Alors c'est très difficile de l'imaginer, parce que beaucoup de choses vont se passer d'ici à septembre et d'ici à l'Assemblée générale de l'ONU. En particulier, il y aura le G20 qui va se réunir pendant l'été, et on peut parier que des dossiers dangereux, difficiles, comme le dossier de la Corée du Nord, le dossier du Proche-Orient, le dossier du Sahel, ne resteront pas inactifs. Donc les choses vont bouger. Il y a un domaine dont on n'a pas parlé, et qui est pourtant le cœur de la diplomatie de notre nouveau président, c'est l'Europe. Et je pense que d'ici à septembre, c'est sans doute le dossier qui sera le plus amené à bouger. Et donc, je voudrais dire un mot, si vous le permettez, sur cette stratégie d'Emmanuel Macron, qui est, à mon sens, au cœur de sa diplomatie. Il y a un pari. Il y a un pari à travers une séquence très complexe, comme disent les diplomates, qui est réformer le pays sur le plan intérieur pendant l'été. Et on s'interroge beaucoup sur l'agenda d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il ne faut pas repousser les réformes pour engager un dialogue social? Il arrive à l'Élysée, il est arrivé à l'Élysée avec un calendrier assez serré. Et pour des raisons qui tiennent beaucoup aux échéances européennes. Faire des réformes en France significatives, et en particulier la réforme du Code du travail, avec un certain nombre de questions, bien sûr, sur les 35 heures, bien sûr, sur l'assurance chômage, sur la formation professionnelle, qui sont susceptibles de faire bouger un peu les curseurs et de redonner à notre pays une capacité à mieux profiter du regain de croissance qui se profile en Europe. Mais derrière ces réformes, il n'y a pas l'idée de faire des réformes pour le plaisir de faire des réformes. Il y a l'idée de montrer aux Européens, et au premier chef aux Allemands, que nous sommes des gens sérieux. Il faut bien voir qu'au sein de l'Europe, nous avons perdu beaucoup de notre crédit depuis quelques années par l'incapacité à rejoindre le club des pays qui font ce qu'ils disent et qui, en particulier, respectent les règles sur le déficit budgétaire, qui sont capables de réduire leurs dettes et de remettre de l'ordre dans leurs affaires. La France manque de compétitivité, a un vrai problème de dette et de déficit. Nous devons donc retrouver du crédit par rapport à ces pays voisins. Et c'est important parce que c'est la condition pour pouvoir amener les Allemands à évoluer de leur côté. Il y a une sorte, de négociation avec d'un côté la France qui met sur la table des réformes nationales qui nous remettent dans le club des pays sérieux, et en échange cette idée que l'Allemagne, au lendemain de l'élection, et que ce soit Angela Merkel qui est aujourd'hui la mieux placée ou Martin Schulz, l'Allemagne qui, elle, pourrait alors avoir une politique vis-à-vis de l'Europe plus flexible, plus accompagnatrice sur le plan de l'investissement, sur le plan de la politique financière, sur le plan de la gouvernance de la zone euro. Et il y a une troisième étape qui est importante, on l'a vu dans les débats avec la Commission, c'est que dès lors que la France bougerait, l'Allemagne bougerait, il faudrait que la Commission bouge à son tour. En allant dans le sens, et je termine là-dessus, en allant dans le sens d'une politique plus protectrice vis-à-vis des Européens, car le désamour des Français et de beaucoup d'autres vis-à-vis de l'Europe vient en grande partie dans l'inefficacité de l'Europe. Et donc plus protectrice, notamment dans le domaine commercial. Nous avons besoin de montrer
sur la gestion des grands traités de libre-échange, que nous prenons en compte la situation particulière dans le domaine de l'emploi, dans le domaine social, Dominique de Villepin, façon à améliorer le sort de nos populations. Il y a un problème de calendrier et ça veut dire que la France va devoir bouger toute seule, là, pendant les mois qui viennent, pendant l'été. Oui. L'Allemagne ne pourra rien faire en septembre, et donc on risque d'avoir une rentrée assez compliquée en France. Non, au contraire. Si la France arrive à bouger d'ici à la fin septembre, et à mettre à son crédit, à son actif, le passage au Parlement, dans le cadre d'une séance exceptionnelle pendant l'été, un certain nombre de textes de loi qui montrent la volonté de moderniser, d'améliorer la situation de la France, eh bien nous arriverons justement à la fin septembre, au moment où s'installera un nouveau gouvernement allemand, sous l'égide d'Angela Merkel ou de Martin Schulz, nous serons en bonne situation pour peser dans le dialogue avec l'Allemagne, dans le sens de plus d'ouverture, de plus de solidarité vis-à-vis de l'ensemble des pays européens. Donc au contraire, le timing est idéal. Et vous imaginez... La Commission, elle va mettre combien de temps à bouger de son côté? La Commission, dès lors que la France et l'Allemagne bougent, c'est toute l'Europe qui peut être entraînée. Et vous imaginez quelle satisfaction sur le plan italien, ce serait le moment idéal pour avoir de nouvelles élections. Peut-être que Matteo Renzi pourrait profiter de cette aubaine à ce moment-là, mais il y a une dynamique européenne qui se remettrait en marche. Et ce serait une bonne nouvelle pour deux raisons. Ce serait une bonne nouvelle sur le plan économique, parce que nous aurions enfin un peu d'air, nous aurions enfin une Europe capable de se reprendre en main, nous aurions cette Europe à plusieurs vitesses, qui aujourd'hui rallie non seulement en France, mais en Allemagne, beaucoup de bonne volonté, mais nous aurions, au-delà de cette dynamique économique, une dynamique politique et diplomatique d'une Europe capable de se reprendre en main. Plus que jamais, face à la diplomatie populiste de Trump, dans un monde dangereux, nous devons reconstruire des passerelles avec le monde. Il faut le faire en tant que France, en tant que nation. Il faut le faire en tant qu'Europe. Et je suis convaincu qu'il y a un domaine où nous devons retrouver des marges de manœuvre. C'est au-delà des États-Unis. L'horizon diplomatique français, ce n'est pas seulement les États-Unis. Il y a un grand dialogue à nouer avec la Russie, mais aussi avec la Chine. Aujourd'hui, le pays qui s'affirme de plus en plus sur la scène mondiale, c'est la Chine. Nous devons travailler avec la Chine, nous devons travailler avec les pays émergents, et pour cela, bâtir des cadres, bâtir des forums où nous pouvons marquer des points en faisant bouger les lignes. La Chine a lancé, j'étais à Pékin il y a quelques semaines pour participer au sommet, au forum de la nouvelle route de la soie, une grande initiative. Eh bien, nous devons participer de ces grands projets économiques et politiques, et nous devons, nous, Européens, avoir également de grands projets. Je pense que nous pourrions avoir un grand projet euro-africain pour changer la vision que nous avons du continent africain. Dominique de Villepin, revenons un peu sur la situation française. Vous êtes un homme d'État, homme politique, aujourd'hui en retrait de cette vie politique. Que s'est-il passé avec cette élection, avec ces quelques semaines de victoire d'Emmanuel Macron? Est-ce que les familles politiques, dont celle à laquelle vous apparteniez, l'UMP, est-ce que ces familles politiques sont mortes? Est-ce que c'est grave? Alors, je ne suis pas le mieux placé pour aller disserter et commenter la vie politique française, mais morte, certainement pas. Il y a un fait nouveau, et il faut en prendre acte. Il y a un fait nouveau, qui est la victoire d'Emmanuel Macron, que j'ai soutenu, avec une force nouvelle qui s'est affirmée en quelques mois, en 8 mois, sur la scène nationale, et qui veut transformer l'essai. Et il y a de grandes chances pour que cet essai puisse effectivement être transformé, majorité relative, voire majorité absolue. Mais nous avons besoin de rester une démocratie avec des débats. Et pour cela, nous avons besoin des partis politiques. Bien évidemment, et au premier chef, La République En Marche se transforme en parti politique et donc va se retrouver dans la situation des autres partis traditionnels, que ce soit le Parti socialiste ou les Républicains. Nous avons besoin de débats. Et rien ne serait pire qu'un risque de floutage de la vie politique où tout serait pareil. Sans opposition, quoi. Sans opposition, parce que cela ferait le jeu à nouveau des extrêmes. Et l'on voit bien que la colère doit pouvoir s'exprimer, le mécontentement doit pouvoir s'exprimer, mais il doit pouvoir s'exprimer de façon positive. Et c'est le rôle des partis politiques. Donc nous avons besoin de débats. Il y a un fait nouveau. Ce fait nouveau oblige à une recomposition
je l'espère aussi, à un changement de logiciel de la part des partis politiques traditionnels. Et je vois que peu à peu, de façon poreuse, ce logiciel bouge, et en particulier du fait qu'il y a de plus en plus de voix qui s'expriment pour dire « sortons de l'antagonisme absolu ». On peut être dans l'opposition tout en apportant son soutien à telle et telle réforme. Droite-gauche, parce que c'est l'intérêt général. Droite et gauche, ça existe encore. Droite et gauche existent encore, mais rien n'interdit à ce que la droite puisse faire un bout de chemin sur une réforme avec la gauche et vice-versa. On n'est pas obligé d'être borné. Cette espèce de caricature qu'a donné souvent la politique française, le spectacle d'un dialogue de sourds, me paraît absurde. Mais alors comment vous le qualifiez, ce mouvement qui est au pouvoir maintenant? C'est le centre? Qu'est-ce que c'est? C'est le centre du jeu, en tout cas. Est-ce que, idéologiquement, cela restera le centre? On verra à partir des réformes qui seront faites et de l'équilibre de ces réformes. Parce que Emmanuel Macron a marqué son souhait de mettre en place une politique de flexi-sécurité. Très difficile d'avoir une politique de flexi-sécurité qui reste à la fois flex et sécurité. En général, ça bascule d'un côté ou de l'autre. Eh bien, nous verrons à travers le jeu politique si cette politique sera plus flexibilité ou au contraire plus sécurité. Je souhaite qu'elle soit le plus en équilibre possible, mais par nature, les choses en général bougent. Donc nous verrons comment les choses évolueront et nous verrons comment les Français eux-mêmes évolueront. Moi, j'ai un espoir secret, c'est que peu à peu, les Français prendront confiance et qu'ils verront la réforme fonctionner, donner des résultats et qu'à partir de là, ils seront preneurs de plus de réformes parce que je crois que la France est un grand pays et qu'elle peut le faire beaucoup mieux qu'elle ne le fait à condition de retrouver confiance. Merci Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, d'être venu sur le plateau d'International. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'International.